Bonsoir, l'argent fait tourner le monde, il y a ceux qui empruntent. Édouard Balladur a besoin de vous. L'emprunt d'État sera émis vendredi. Il y a ceux qui en manquent. Les marins-pêcheurs bretons lancent l'opération Mer Morte. Il y a ceux qui en perdent. Les actionnaires d'Eurotunnel voudraient comprendre pourquoi. Mais l'argent fait aussi tourner les têtes. Il y a ceux qui regrettent 2 ans de prison ferme requis contre Alain Boublil dans l'affaire Péchinet. Et il y a enfin ceux qui le dépensent, parfois sans compter. Johnny Hallyday a été mis en examen aujourd'hui pour abus de biens sociaux. L'enquête de Michel Fine et de Pascal Ponce-Esteleta. Visiblement, il n'était pas ravi d'être là, pourtant il est venu, exact au rendez-vous. Johnny Hallyday en personne dans les couloirs du palais de justice de Paris, ses fans n'en croyaient pas leurs yeux. On a attendu plus d'une demi-heure. Comment il a réagi lorsque vous lui avez demandé le Très bien, calmement, très calme. Il avait l'air anxieux? Du tout, non. En fait, Johnny Hallyday et son manager étaient convoqués. Le juge Maman devait leur signifier leur mise en examen pour escroquerie, tentative d'escroquerie, abus de biens sociaux. L'histoire, qui remonte à quelques années, est celle d'un projet jamais abouti. Mais 89, 3 hommes s'associent pour créer sous la dalle de l'Esplanade des Invalides un restaurant Tex-Mex. Son nom, Station Café. Johnny Hallyday crée une société dont il est actionnaire majoritaire. Joël Devouge, son manager, est administrateur. Le PDG est un restaurateur de renom, Luc Reversade. Leur collaboration durera à peine 1 an. En 1990, Reversade découvre par hasard qu'à son insu, et en se faisant passer pour le PDG, Joël Devouge s'est fait octroyer au nom de la société un prêt de 3 millions de francs. En moins d'1 mois, l'intégralité du montant du prêt a été dépensée. 30 novembre 90, 1 20 000 francs. 20 décembre 90, 500 000 francs. Les chèques, signés Joël Devouge, sont à l'ordre de Smet, alias Hallyday. Effectivement, ils ont dépensé de l'argent avant même qu'on en ait gagné au restaurant. Et donc, et sans que je sois moi le PDG au courant. Donc, à partir de ce moment-là, je peux pas donner mon aval à des dépenses qui ne concernent pas la société. Luc Reversade a porté plainte, la justice a été saisie des faits. Aujourd'hui, Johnny explique que s'il a bien dépensé l'argent, il ne l'a pas volé. La preuve, il s'était porté caution pour ce prêt qu'il est d'ailleurs en train de rembourser. Dans une toute autre affaire, 4 ans d'emprisonnement, dont 18 mois avec sursis, ont été requis contre Guillaume Depardieu, qui comparaissait devant la 8e chambre correctionnelle de Versailles. Guillaume Depardieu a reconnu avoir eu à une certaine époque un goût immodéré pour les paradis artificiels. Réquisitoire sévère du procureur dans l'affaire Péchinet, Jean-Claude Marin a requis une peine de 2 ans de prison ferme contre Alain Boublil, l'ancien directeur de cabinet de Pierre Bérégovoy, et 1 an ferme contre Samir Traboulsi et Max Terré. Dominique Verdeillan. À 9h30, Alain Boublil est souriant, confiant, serein. Il n'a pas entendu encore le portrait que va dresser de lui le procureur Jean-Claude Marin. Alain Boublil, commis de l'État, a trahi. Il devait dire la vérité à la justice de son pays. 3 heures plus tard, le visage du haut fonctionnaire n'est plus le même. Une phrase du procureur lui reste en mémoire. 2 ans de prison ferme, c'est la juste répression de sa trahison. C'est un réquisitoire. Il repose sur des raisonnements et sur des faits qui sont inexacts. Mes avocats les réfuteront point par point et je suis confiant. Vous vous attendiez à des réquisitions aussi fermes, 2 ans de prison ferme, M. Boublil? Je ne ferai aucun autre commentaire. Fini aussi l'assurance de Samir Traboulsi, l'initiateur de la première heure. Trop de coups de fil, trop de rendez-vous dans les hôtels de luxe. Le procureur ne croit pas aux coïncidences. 2 ans de prison, dont 1 avec sursis et 80 millions de francs d'amende. 3 ans, dont 2 avec sursis, 2,5 millions de francs pour Max Terré. Son génie en affaires, son illumination, son flair n'ont pas convaincu le parquet. Un réquisitoire sans concession. Regardez comme ils sont à l'aise, fringants, dit le procureur à l'adresse des prévenus. Ce sont pourtant des tricheurs qui se sont lancés dans une course méprisable à l'argent sale. Ils se sont livrés à une loterie truquée. Toute clémence serait incompréhensible. Je réclame une application sans faille de la loi. Témoin attentif, le juge Édith Boisette. Elle a instruit durant 4 ans l'affaire et aujourd'hui, dans la salle d'audience, c'était probablement la seule personne à ne pas être surprise par ces réquisitions. Votre argent intéresse Édouard Balladur pour la bonne cause, l'emploi. L'emprunt d'État sera lancé vendredi. Il rapportera sur 4 ans 6% l'an. Si vous n'avez pas eu le temps de noter ces 2 informations, pas de panique, le gouvernement prendra la peine de vous le faire savoir. Éric Monnier. Créer des emplois avec un grand emprunt.
C'est le défi que la France peut relever si vous lui faites confiance. Si aujourd'hui, vous mobilisez votre épargne, si aujourd'hui, vous souscrivez au grand emprunt d'État 1993 pour vous, pour les autres, pour chacun, pour que notre pays reprenne espoir. Grand emprunt d'État 1993, investissons dans notre avenir. Avant elle, les banques déjà ont largement réussi à convaincre leurs clients. La demande aujourd'hui serait même 2 fois plus forte que l'offre. Alors question, pourquoi faire de la pub? Parce que tout simplement, le but de l'emprunt Balladur n'est pas exclusivement de recueillir des fonds. Emprunter, l'État le fait tous les jours. Bon an, mal an, sans tapage, le Trésor public absorbe 400 milliards de francs, l'équivalent d'un emprunt tous les mois. Or, cet emprunt-là devait être tout sauf discret. Pour le gouvernement, son succès aura valeur de sondage, de plébiscite, disent certains. Il est vrai qu'il est attrayant, cet emprunt Balladur. Sa durée, 4 ans, son taux d'intérêt 6%, c'est sensiblement ce qu'offriront les 6 caves monétaires à la fin de cette année. Il est proposé en coupure de 1000 francs, qui seront, comme prévu, transformables en actions des sociétés privatisées. Ajoutez-y aussi des avantages fiscaux. Pour l'instant, fixé à 40 milliards, l'État pourrait relever son montant. Alors 60, 80 milliards, c'est la seule inconnue qui subsiste. Le Premier ministre fait le gouvernement n'est pas inquiet. Les Français répondront à cet appel. Ils aiment bien les emprunts. Ils restent sourds en revanche à un autre appel. Ils consomment de moins en moins. Philippe Sassier, moins 5,1% en mai. Que se passe-t-il? Préfèrent-ils leur Premier ministre à leur épicier? Ah, probablement. Et tant mieux pour M. Balladur, ils ont froid au portefeuille, Paul. Il y a d'abord une raison toute simple. En période de crise et de chômage, on préfère mettre de l'argent de côté plutôt que de le dépenser. Puis, il y a une raison plus complexe. Nous changeons peut-être d'habitude. La fameuse société de consommation qui a évité les pavés de mai 68 a peut-être du plomb dans l'aile. Ainsi, même aux États-Unis, malgré la reprise, la consommation a connu un sérieux coup de frein au 2e trimestre. Pourtant, c'est sur le moteur consommation qu'Édouard Balladur, justement, compte pour faire redémarrer la machine économique. Mais le gouvernement n'a aucune intention de faire de la relance artificielle. Dépenser un argent qu'on n'a pas, ça conduit à des hausses d'impôts et puis droit dans le mur, confie Nicolas Sarkozy, le ministre du Budget. C'est sûr, la baisse des taux d'intérêt, les mesures de soutien d'activité, avec l'emprunt notamment, la confiance dans sa politique d'assainissement et le dégonflement des fameuses 6 caves monétaires que le gouvernement compte pour faire cliqueter les caisses enregistreuses. Merci Philippe. Si les Français ne consomment pas, c'est aussi parce qu'ils éprouvent bien sûr de réelles difficultés. Les marins-pêcheurs bretons et basques ont lancé aujourd'hui l'opération Mer Morte. Ils protestent contre la baisse des cours due aux importations de poissons. Reportage d'Éric Piolet et Gabriel Camilla. 200 bateaux entassés dans le port du Guilvinec. Comme partout sur le littoral breton, la consigne d'arrêt est massivement suivie. Pas de sortie en mer, pas de vente de poissons sous les criers. À Quimper et Lorient, action spontanée également des marins. Pneus brûlés et caisses de poissons déversées dans les rues. Une manière de rappeler que la crise persiste. Des cours toujours aussi bas et des patrons qui accumulent les dettes. C'est rien d'aller en mer pour se crever le cul pour rien. À la fin, ras-le-bol. Si c'est pas mieux, 2 mois en gros, puis c'est terminé. Voilà. Ce sera le long du quai et puis voilà. Devant les affaires maritimes, les membres du comité de survie dénoncent les importations étrangères qui déstabilisent le marché du poisson. À la veille du Conseil de Luxembourg, une revendication prioritaire, l'application de la préférence communautaire. C'est taxer le poisson aux frontières, c'est tout. C'est ça, c'est vers ça, c'est sur ça qu'on se bat, quoi. Du merlu qui vient de l'Est, de Yougoslavie, et de partout, à des prix à défi de toute concurrence. Des marins bretons ont pris ce soir la direction de Luxembourg. Ils savent que leur avenir se joue demain sur le tapis vert des négociations. Opération Mer Morte en Méditerranée également du côté de Marseille, mais pour une autre raison. Les marins de la Société nationale Corse Méditerranée se sont mis en grève pour défendre, disent-ils, leurs droits syndicaux et pour une augmentation de salaire. Des milliers de passagers en direction de la Corse ou de l'Afrique du Nord risquent d'être bloqués. Patrice Velay, Jean-François Georgetti. Remboursés ou déroutés, direction l'Italie pour les vacanciers courageux. Le plus court chemin pour rejoindre la Corse. Et ce, pendant 3 jours. Grève votée ce matin en Assemblée Générale. Les marins veulent défendre leur profession. 14 points de divergence avec la direction, des salaires aux horaires en passant par le droit syndical. Nous ne revendiquons rien. Nous demandons le respect de nos acquis. Tous les bateaux à quai, un coup dur pour la direction de la SNCM qui négociait depuis plusieurs mois. Première victime, les passagers bien sûr, près de 9000 sur la Corse en 3 jours.
La Corse, isolée du continent ce soir. Sur l'île, la colère gronde. Les socioprofessionnels craignent la paralysie de l'économie insulaire. Le tourisme, l'agriculture ne peuvent se passer des rotations régulières de la SNCM. Ce soir, la situation semble bloquée. Aucune négociation n'a été ouverte pour l'instant. Dernière péripétie de cette rubrique sociale agitée, les salariés de l'usine Rhône-Poulenc Fibre dans l'Isère retiennent toujours leur directeur. Ils réagissent ainsi à la fermeture de l'entreprise prévue pour vendredi. Françoise Vallée, Jean-Claude Martin. Et nous, on a interdiction de répondre à vos questions. Excédé, le directeur de Rhône-Poulenc d'Hyères-sur-Amby se prépare pourtant à passer une 3e nuit à l'infirmerie de son usine. Les salariés lui donnent toute liberté d'aller et venir sur le site, mais refusent toujours de le laisser partir. C'est le seul moyen, disent-ils, d'obliger la direction générale à revenir sur sa décision d'arrêter la production. Rhône-Poulenc disait très explicitement que tant qu'il y aurait des commandes à honorer, ce qui est le cas aujourd'hui, tant qu'il y aura un personnel compétent, motivé et qualifié qui permette de faire fonctionner l'établissement, eh bien il continuerait. Loin du terrain, la direction du Rhône-Poulenc Fibre campe sur ses positions. Elle rappelle que l'entreprise est déficitaire depuis 3 ans et propose aux 47 salariés du Nord-Isère une formation pour la recherche d'un emploi ou un reclassement au sein du groupe. Ça paraît difficile puisque de partout, dans tous les sites, il y a des plans sociaux qui se préparent. Donc l'avenir pour nous nous paraît pas certain. Ce soir encore, les négociations se poursuivent entre les salariés et la direction. Creuser sous la Manche, ça coûte cher pour la société Eurotunnel qui va lancer un nouvel emprunt de 2 milliards de francs. Et pour les petits actionnaires, ils rêvaient en 86, l'action valait 120 francs. Ils grimacent aujourd'hui, elle est descendue à 35 francs. Jean-Pierre Métivet. Le problème du jour, c'est qu'il faut ouvrir cette saleté de truc. Le truc, c'est le tunnel sous la Manche. Et ces gens, ceux qui ont acheté des actions du tunnel, certains, beaucoup. Ils imaginaient un placement de grand-père de famille. L'action a chuté, les voici inquiets et collés. Pourquoi vous ne vendez pas? Si mettons que vous êtes inquiet, pourquoi vous ne retirez pas? Actuellement, je ne retirerai pas mes billes. Si j'ai acheté des actions à 90 francs et qu'elles sont actuellement à 35 francs, je les garde dans l'espoir qu'elles vont remonter à 90 francs. Aucune date officielle d'ouverture du tunnel. Zizanie entre constructeurs et gestionnaires. Voici l'imagination de nos boursiers qui commencent à battre la chamade, au point d'envisager le pire. Si par exemple il devait déposer le bilan, ça pose quand même un problème pour l'investissement qu'il a pu faire. C'est du domaine du possible ou on se fait peur, ça? Moi je ne crois pas, monsieur, seulement c'est très possible que, si vous voulez, qu'il y ait des intérêts financiers qui nous dépassent de très loin et qui sont justifiés au niveau des financiers, qui s'arrangent pour faire capoter ce projet, pour tirer le tapis après. Vous savez, ça s'est toujours fait. Suez et Panama, ça s'est fait comme ça. On a rincé les actionnaires du premier tour, on a recréé un deuxième tour. Et il y a des gens très intelligents qui m'ont dit textuellement, on rincera les actionnaires du premier tour. C'est un grand, très haut fonctionnaire très connu. Il m'a dit, te casse pas, on rincera les actionnaires du premier tour et on repartira sur un deuxième tour. Drôle de climat, un peu paranoïaque. Et comme le tunnel ne fera pas de bénéfice avant l'an 2000, l'action risque de rester très basse jusqu'à là, et eux, de faire de très gros cauchemars. La France fait un nouvel effort en Bosnie. Elle envoie des renforts. Plusieurs centaines de soldats vont partir. Leur mission, protéger davantage Sarajevo. Laurent Boussier. Quelques centaines d'hommes en plus et surtout un redéploiement d'une partie des troupes déjà sur place. Une fois encore, la France est en pointe dans le dispositif militaire des Nations Unies en ex-Yougoslavie. C'est Sarajevo qui bénéficiera du renfort des soldats français. Aux 704 hommes déjà présents sur place s'ajouteront vraisemblablement 1200 soldats chargés de renforcer la défense de la capitale bosniaque. La France estime qu'une présence importante sur le terrain, alliée au maintien des sanctions, est la seule façon de parvenir à régler ce douloureux problème de la Bosnie. Zagreb, Gračac, Split, Bihač, Kakanj et Sarajevo, aujourd'hui, près de 5000 Français portent le casque bleu dans l'ex-Yougoslavie. Avec le renfort des soldats professionnels du 21e régiment d'infanterie de marine de Fréjus, qui devrait arriver sur place vers la fin du mois de juin, l'armée française, qui a déjà là-bas le contingent le plus nombreux et souvent le plus exposé, deviendrait un peu plus la véritable épine dorsale du dispositif militaire de l'ONU en Bosnie.
Et pendant ce temps, l'idée d'une partition de la Bosnie fait son chemin. C'était l'objet de la nouvelle conférence dite de paix à Genève, réunion suivie par Jacques Merlino. Pendant près de 5 heures, Serbes et Croates se sont réunis dans cette ville-là afin de mettre au point le plan de partage de la Bosnie. Ils se sont réunis seuls, sans les musulmans, qui eux attendaient ces propositions au palais de l'ONU de Genève. Le contenu de cet accord dans les grandes lignes donnerait 50% du territoire aux Serbes, 30% aux musulmans et 20% aux Croates. La ville de Sarajevo aurait un statut particulier et les 3 nouveaux États seraient liés par des liens confédéraux. Les Serbes accepteraient de rendre environ 10% des territoires qu'ils occupent aux musulmans, ainsi qu'une trentaine de villes. Dans cette nouvelle phase de la négociation, le président Milosevic espère obtenir, en contrepartie des concessions effectuées par les Serbes, la levée de l'embargo qui frappe son pays, la Serbie. Les musulmans, eux, ont simplement enregistré ces propositions. Ils en débattront à Sarajevo. Précisément, une absence remarquée à Genève, celle du président bosniaque Izetbegovic, que ses rivaux portés au compromis tentent d'écarter. Ils auront du mal. Bernard Lebrun nous appelle de Sarajevo. L'avion est américain et c'est dans la soute de ce gros cargo humanitaire que le président a fait son retour. Président, il est parti, président, il revient, mais il s'en est fallu de peu. Oh oui, je suis très heureux de revenir à Sarajevo. Et il ne revient pas seul, dans ses bagages, sous haute surveillance, le tout nouvel ambassadeur américain de Bosnie-Herzégovine. Échange de lettres de créance et message spécial du président Clinton. Heureux hasard, la bannière étoilée débarque à Sarajevo quand Alija Izetbegovic est en difficulté. Le message est clair, soutien sans partage à l'homme qui dit non au charcutage ethnique de son pays et qui le fait savoir. Un homme qui dit non et qui dit oui aux négociations en acceptant la présence des 7 à Genève pour calmer son opposition et ne pas être accusé de rupture par l'Europe des 12. Bref, hier en perdition, aujourd'hui sauvé, Alija Izetbegovic, président plus que jamais, gagne à Sarajevo sur tous les tableaux. De Gaulle, encore plus grand, 2,58 m de Gaulle, statufié en Angleterre, à Carlton Gardens, à l'endroit même où il avait lancé l'appel du 18 juin, statufié en présence de la reine-mère d'Angleterre, de Jacques Chirac, de Philippe Séguin, de l'amiral Philippe de Gaulle et de notre envoyé spécial permanent, Christian Marimono. Après 10 jours d'absence, la reine-mère a tenu à rendre personnellement hommage au général de Gaulle. Elle a dévoilé la statue du chef de la France libre située devant son quartier général de Londres. Contrairement à sa volonté, mais son fils, l'amiral, salue le travail de l'artiste. Il n'est pas facile à sculpter, mais celle-ci a l'allure, l'homme est campé. L'allure est celle de l'homme, effectivement. Jacques Chirac, en grand rassembleur de la nouvelle famille gaulliste, se veut très convaincant auprès de nos confrères britanniques. Dans un anglais parfait, déclare « C'est assurément lui ». Quant aux compagnons anonymes venus de toute la France, l'occasion d'une photo est de se souvenir. Et il reflète bien notre patron. Je dis notre patron parce que c'est lui qui nous a marché, qui nous a amené à la victoire. L'histoire devra rendre hommage à 3 femmes. La reine-mère, Elisabeth d'Angleterre, la fille de Sir Winston Churchill, sans oublier l'artiste, Angela Conner. Le général de Gaulle restera pour toujours au cœur d'un Britannique, le Français le plus populaire. Les trains de la SNCF arrivent toujours à l'heure, mais pas les billets, malgré Socrate. Du coup, les voyageurs râlent et gagnent même leur procès. Reportage de Pascal Golomer et Patrick Deschmaker. Non, nous, en général, ça se passe bien. On prend nos réservations suffisamment d'avance et on n'a pas de problème, jamais. Et oui, des voyageurs heureux à la SNCF, c'est possible. Évidemment, ils ont tendance à se raréfier au fur et à mesure que l'attente se prolonge devant les guichets aux heures de pointe. Là, on a tout le temps de s'en prendre au nouveau système Socrate, aux réservations obligatoires, bref, à la modernisation du système de vente de la SNCF qui n'a pas vraiment la cote. J'ai payé 2 fois une amende cette année en prenant le train parce qu'il y avait des erreurs de guichetier. Alors je peux pas être content, voilà ce que j'avais à dire. Est-ce que vous attendez depuis longtemps pour prendre votre billet? Ah oui, depuis très longtemps et en plus à 15h25 je l'ai loupé parce que je suis arrivé au guichet à 15h25, il y avait une demi-heure que j'attendais. Si je ne suis pas servi dans le quart d'heure qui suit, je vais être obligé encore de repartir sans billet. Ça commence à me prendre la tête. On ne peut pas poser une journée de congé à chaque fois qu'on veut un billet de train, ça commence à devenir grave. Maintenant, nous, on est obligé de prendre une réservation, même si on monte dans le train, même à n'importe quel moment. Ce n'est pas une réservation, c'est du racket, c'est tout. Ils sont intarissables, ces voyageurs.
Bien sûr, il y a les billetteries automatiques qui se multiplient dans toutes les gares. Encore faut-il payer en carte bleue et prendre de nouvelles habitudes. Les syndicats reprochent d'ailleurs à la direction de la SNCF de faire ce choix systématique de l'automatisme. Elle pense qu'en mettant des automates en nombre supérieur au guichet, quelquefois dans les gares, ça résout le problème de la vente des billets, mais en fait pas du tout, parce qu'il y a toute une catégorie de personnes qui viendront toujours au guichet. Les voyageurs voudraient toujours prendre le train dans la minute, alors que la SNCF souhaiterait fonctionner comme une compagnie aérienne. Le changement de mentalité ne se fera donc sûrement pas sans douleur. Le député RPR Alain Marceau, le père de l'amendement sur les contrôles d'identité qui avait suscité la colère de Simone Veil et de Pierre Méhaignerie, a été reçu tout à l'heure par Édouard Balladur à Matignon. Un nouveau texte sur les contrôles d'identité semble-t-il prêt. C'est Alain Marceau qui l'a dit à l'issue de l'entretien avec le chef du gouvernement. Ce texte, je cite Alain Marceau, qui sera présenté devant le Sénat sera de nature, dit-il, à satisfaire tout le monde, y compris les belles âmes. Le directeur général de l'entreprise Testu, filiale de Bernard Tapie Finance, a déposé plainte contre Bernard Tapie et Elie Felouz, PDG de PTF, pour abus de biens sociaux et trafic d'influence. Il faut dire que l'homme qui porte plainte est lui-même en prison à la suite d'une plainte déposée par qui? Par le groupe Bernard Tapie. Benoît Gadret nous aide à comprendre. Il s'appelle Bruno Floco, il dirigeait Testu, une filiale du groupe Bernard Tapie spécialisée dans la fabrication de balances. Bruno Floco est aujourd'hui en prison, accusé d'avoir détourné de l'argent. Mais du fond de sa cellule, l'industriel nommé par Bernard Tapie à quelques états d'âme est devant un juge d'instruction, accuse à son tour. Testu, explique Floco, a été contraint par Bernard Tapie d'emprunter 100 millions de francs en 1990, alors que l'entreprise sortait à peine du rouge. Ces 100 millions de francs auraient servi pour une part au rachat de 2 autres sociétés du groupe Tapie et d'autre part à hauteur de 30 millions de francs pour des opérations extérieures. Bruno Floco a dit que ces 30 millions avaient servi à financer l'achat par l'OM de Chris Waddle. C'est quand même quelque chose de choquant. Quand on vient dire qu'aujourd'hui cette société est en difficulté, pourquoi est-elle en difficulté? Eh bien, depuis que ces 100 millions de francs ont été empruntés, le groupe Testu est virtuellement en état de cessation des paiements. Testu qui était étranglé financièrement par les obligations, par cet emprunt obligataire, Testu qui a été obligé de financer la campagne électorale du professeur Schwarzenberg et la liste Énergie Sud, car c'est Bruno Floco qui a dit qu'il avait été obligé par Bernard Tapie et par Elie Felouz, lui-même, de faire les chèques. Il a fait 2 chèques, il l'a dit. Ce soir, le bras droit de Bernard Tapie, Elie Felouz, dément formellement ces affirmations. Bruno Floco, en tant qu'actionnaire, vient lui de déposer une plainte contre Bernard Tapie et Elie Felouz pour abus de biens sociaux et trafic d'influence. La suite de cette affaire appartient désormais au parquet de Béthune. Ils sont neufs et déjà abîmés. Un millier de véhicules Renault et Volvo qui se trouvent sur le port du Havre ont des taches étranges. Ils auraient souffert des pluies acides. José Blanc-Lapierre. Petite mais tenace. Voici un capot de voiture fichu, criblé de petites taches incrustées dans la tôle. Un mauvais sort subi par des milliers de voitures neuves parquées sur le port du Havre. Un stock de véhicules prêts à prendre le bateau pour l'Angleterre, mais aussi plusieurs milliers d'autres destinés, eux, au marché français. L'enquête sur l'origine de cette pollution est en cours, mais le coupable est vraisemblablement l'une de ces cheminées. Ici, elles se comptent par centaines. Courant mai et même début juin, l'une d'elles a craché à plusieurs reprises une quantité anormale d'oxyde de soufre. Une fumée noire comme celle d'un pot d'échappement mal réglé. La météo était alors stable et humide. La pollution est retombée sous forme de pluies acides sur les voitures toutes proches. Est-ce que vous avez les moyens de trouver qui est le pollueur? Non, malheureusement, je crois que une remarque qu'on a pu faire au niveau de ces investigations, c'est que bon, alors l'origine est certainement une installation de combustion, mais a priori, bon, la zone industrielle comporte énormément d'installations, donc qui peuvent à la fois générer ces polluants. Donc non, a priori non. Chacune des usines installées sur le port consomme fioul ou charbon pour sa propre énergie. C'est là la difficulté. Des contrôles sur un mauvais fonctionnement d'un système de combustion sont en cours, mais pour l'instant, aucune anomalie n'a été déclarée. Du côté des victimes, on essaie de minimiser un problème qui risque de coûter cher, surtout si on ne trouve pas le pollueur. On s'aperçoit qu'il y a des tas de causes possibles
Ça va depuis des rejets d'une industrie quelconque de la zone industrielle jusqu'à simplement un particulier qui fait brûler des vieux pneus dans son jardin, et les retombées peuvent produire les mêmes effets. Une pollution agressive, selon les chercheurs du laboratoire du Havre. Par chance, il n'y a pas d'habitants sur la zone concernée. 6-4, 6-4, 6-4. Le 6 est pour Lecomte, le 4 est pour Prinosil. Les amateurs de tennis l'auront compris. Lecomte s'est qualifié pour le 3e tour à Wimbledon. François Brabant. Henri Lecomte mène 2-7 à rien, mais il y a vaguement quelque chose qui cloche. En 2-7, pas un seul coup digne d'un riton à se mettre sous la dent. Une petite séance de relaxation s'impose. Une fois décoincé, Lecomte va pouvoir se laisser aller à quelques improvisations, juste pour le plaisir. Mais très vite, les improvisations se transforment en cadeaux. Prinosil revient pour un moment dans la partie. Pas pour longtemps. Avec l'âge, Lecomte a appris à se faire sérieux quand il le faut. En quelques coups, il repart. « 6-4, 6-4, 6-4, comme hier, Lecomte a fait sobre. Ça ne lui ressemble pas, mais ça marche. Il aura bien le temps, au 3e tour contre Kriegstein, de réveiller ceux qui dorment. » Comment concilier la beauté et la sécurité? C'est le dilemme auquel sont confrontés les habitants de l'île de Ré, au large de La Rochelle. Ils ne voudraient surtout pas voir un détenu de la célèbre prison s'évader, mais ils ne veulent pas voir non plus le filin tendu au-dessus de la cour de la prison pour éviter toute évasion. Anne Guéry et Bruno Giraudon ont fait le voyage. Vous montrez les horreurs. Oui. Yvonne et Pierre sont entrés en résistance et dès ce matin, ils étaient là, à leur poste de surveillance. Alors voilà la caserne. Oh là là! Avec les poteaux qui viennent d'être installés. Quelle horreur! De loin, ils ont vu des hommes perchés très haut dans le ciel, au-dessus d'un énorme pylône de 25 mètres. C'étaient les ouvriers désignés par le ministre de la Justice et dès l'aube, ils ont commencé à tendre les premiers filins métalliques et à les relier à une trentaine de poteaux installés tout autour de la prison. Ils ont commencé à tisser l'énorme toile d'araignée destinée à empêcher les évasions en hélicoptère. Le dispositif dénature le site historique, selon ces esthètes qui ce matin en ont eu le souffle coupé. On est là devant un fait absolument inouï, c'est une administration enfreint complètement les règles de l'urbanisme. Ces règles qui sont très strictes à Saint-Martin-de-Ré afin de respecter le site qui a été classé, ces règles qui imposent ici jusqu'à la couleur des volets et la marque des tuiles. Selon le maire, l'administration pénitentiaire n'a pas respecté ces conventions en implantant ces poteaux métalliques. On demande l'arrêt des travaux et on demande qu'une concertation soit engagée entre les ministères concernés pour trouver un autre moyen de protection qui ne soit pas aussi pénalisant et inadmissible et insupportable. La première des préoccupations était de prévenir les évasions par hélicoptère. Bon, j'ignore s'il existe de beaux dispositifs pour parer les tentatives d'évasion. Logique sécuritaire contre logique d'esthète, les ouvriers, eux, ne s'en soucient guère. Et à la tombée du jour, quand les détenus ont regagné leurs cellules, ils ont continué à œuvrer à l'abri des regards indiscrets derrière les portes du pénitencier. Les habitants du Mont-Saint-Michel, à qui d'ailleurs le gouvernement veut redonner l'aspect d'une île, n'ont pas ces problèmes. Tout est beauté. Alain Doubesquier et Bernard Ronflet planent encore. Visiter le Mont-Saint-Michel la nuit. Visiter son cœur, ses entrailles, dans le calme, le recueillement. Un parcours libre d'environ 1 kilomètre à travers un dédale, une vingtaine de salles, cryptes, chapelles, cloîtres. Chaque visiteur garde son rythme. Ce n'est pas une visite guidée. C'est un appel à l'imagination, harmonie des voix solitaires, musique vibration, lente mélodie. La lumière est transparente, colorée comme de l'aquarelle pour conserver aux pierres leur aspect naturel, ou bien la lumière est rayon et frappe les objets. Les moines du Mont-Saint-Michel aiment cette promenade insolite, rythmée par la musique, le silence. Elle force le visiteur au recueillement.
Les gens qui viennent aux imaginaires peuvent y apporter tout ce qui est leur être profond et aider par les concepteurs qui ont réalisé ce spectacle, fort de leur spiritualité propre, habiter le Mont-Saint-Michel à leur manière. Les sons, l'obscurité transforment la chapelle souterraine en vaisseau de l'espace. Et puis, escaliers, couloirs étroits débouchent dans le cloître, sur une Bible de verre perchée entre ciel et terre. Dans le promenoir, des silhouettes montent la garde, la pleine lumière avant de rejoindre la nuit. Dans quelques minutes, Sophie Davant vous dira bleu au nord, gris au sud. À 20h50, Macha Merrill vous distraira. À 22h30, Frédéric Mitterrand vous parlera des Noirs d'Amérique. À 23h45, avant le cercle de minuit de Michel Field, Catherine Sellac vous informera. Bonne soirée sur France 2. À demain 20h. Bonsoir.